Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une personnalité incontournable française. On l'a découverte reine de beauté, résolument différente car authentique, drôle et si naturelle. Miss France, Miss Europe, animatrice radio et télé, Miss Maman de jumeaux à 2 reprises. Alors ça, pour les mamans qui ont porté, qui ont fabriqué la vie, vous savez. Chapeau bas, fidèle à elle-même, sans jamais se prendre trop au sérieux. Elle cartonne sur Instagram, où elle n'hésite pas à danser en maillot de bain jetable dans mon spa, les bains du Marais, ou à partager des moments de vie spontanés, pleines de joie et d'autodérision. En plus, elle est mariée à un sacré beau gosse, une histoire d'amour qui dure et qui dure. Élodie est une femme engagée qui milite pour la protection des enfants avec l'UNICEF. Une personnalité inspirante, humaine et accessible qui prouve qu'on peut tout concilier. Enfin, on va voir. Carrière, famille et engagement, tout en restant profondément vraie, humaine. Alors, comment conjuguer une carrière médiatique avec une vie de famille aussi intense ? Quels sont ses secrets pour rayonner aussi bien sur les plateaux que chez elle ? Aujourd'hui, on va découvrir ses secrets pour briller aussi bien sur les plateaux qu'à la maison. Votre coach du jour, c'est Élodie Gossuin. Bonjour Élodie. Bonjour Soledad, bonjour à tous. Mais alors que de mots, que d'éloges. J'aimerais tant que tout soit vrai. Alors oui, vieille Miss, je le suis et j'en suis très fière. En revanche, Nana qui assure sur tous les fronts, ça dépend des jours. On va en parler. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? L'année commence tout juste, je me projette jamais, je prends pas de bonnes résolutions, de peur sans doute de pas les tenir très longtemps. Je vis vraiment au jour le jour. Alors moi, c'est vraiment la clé, c'est que du coup, je vis, comme dirait la chanson, comme si j'allais mourir demain, comme si tout allait s'arrêter, saisir chaque seconde de ce qui m'est donné. Du coup, forcément, je m'épuise. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de perdre ma voix. Je suis malade depuis un mois. Mon corps me parle. Mon corps me dit « Ralentis un peu, s'il te plaît. Pense à moi aussi. » Donc, finalement, je vais prendre une bonne résolution. C'est essayer de me retrouver un peu seule parfois et de penser à moi et de me soigner, mais dans le sens général, prendre soin de moi dans mon global, quoi. Dans ma globalité, c'est important. Parce que là, par exemple, là, je suis épuisée. Donc non, je ne gère pas tout parce que j'ai géré la famille ce week-end. Et là, c'est lundi matin, pour ne rien vous cacher. Je ne sais pas comment je vais tenir la semaine. Je suis au bout de ma vie. Voilà, et en au même bout du roule. Tu as toujours cette niaque et cette pensée positive qui t'incarne. Ouais. C'est un truc que tu as travaillé ou c'est inné chez toi ? C'est ta nature ? Je pense que je l'ai quand même fait naître et entretenu avec les années. Je ne pense pas avoir été comme ça dans ma plus tendre enfance ou pendant la période de l'adolescence, ni même dans ma vie de jeune adulte, même à l'époque de Miss France. Je ne crois pas parce qu'effectivement, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un poids très très lourd sur mes épaules. Alors aujourd'hui encore, et j'ai tendance à m'auto-flageller, à culpabiliser, à me faire porter toute seule comme une grande, une charge mentale incommensurable. Tiens, ne serait-ce pas typiquement féminin ce sujet ? Sans doute, mais j'ai appris, en tout cas j'ai découvert le pouvoir de la bienveillance, de l'empathie et du sourire. Et ça peut paraître genre complètement con, comme on dit, c'est-à-dire genre elle vit au pays des bisounours. Et puis je l'ai entendu ce côté elle est gentille avec un petit sous-entendu de elle est concon. Je pense foncièrement qu'on peut être gentil, que la gentillesse même sauve ta journée et peut sauver les autres. Et non, je ne suis pas concon, je suis simplement gentille et très fière de l'être, vraiment. Et ça, c'est sans prétention. Mais j'aime faire des sourires, j'aime me dire que pour briller, on n'est pas obligé d'éteindre les autres, comme certains le font. Je pense qu'au contraire, que tu brilles davantage si tu t'entoures de personnes lumineuses. Et ça, c'est important, parce que ça fait du bien, ça change le monde. Vraiment. Ça change le monde. Grave. On a l'impression avec toi que tu as envie de changer le monde. Parle-moi de ton enfance. Quel genre de petite fille étais-tu ? Curieuse, rêveuse ?
Curieuse rêveuse, casse-cou complètement. J'ai plein de cicatrices qui datent de mon enfance, tu vois, sous le menton, au milieu des 2 yeux, sur les bras. Donc je sautais un peu de tous les murets, de tous les escaliers. Je me suis mangé de sacrées pelles, c'est clair. Frères et sœurs? Ouais, une petite sœur et un petit frère qui sont jumeaux. Ah. Donc j'avais le rôle de grande sœur que j'ai toujours et c'est le plus beau rôle de ma vie parce que forcément c'est le premier. Et ça me tient toujours à cœur. C'est vraiment, je suis grande sœur et je suis trop fière de l'être. Après, casse-cou, mais hyper bonne élève. Très studieuse. Je passais mes soirées à bosser. Je voulais toujours être première. Je voulais avoir mon brevet avant même de le passer parce que tu avais un cumul de points. Je voulais faire un bac S. Je voulais aller en médecine. J'ai toujours été très, très bonne élève. C'est pas pour me la péter, mais je bossais pour. En fait, j'avais envie. Travailleuse parce que je crois que c'est la première valeur, enfin en tout cas avec le recul, pour moi c'est la valeur la plus importante que m'aient transmise mes parents. Ouais, que faisaient tes parents? Alors comptable et ingénieur en électronique. Travailleur, très constant, carré. Mon père carré. tous les matins 5h du mat, rentrait 20h. Ma mère a toujours bossé à temps plein avec 3 enfants. Et si tu veux, il y a toujours eu ça dans mon éducation. Je n'aurais pas pu alors, entre guillemets, c'est sans porter aucun jugement, mais me contenter du minimum ou attendre. C'est que je suis pas quelqu'un de passive et regarder les autres ou critiquer ou attendre que ça arrive, ça marchait pas comme ça pour mes parents, donc j'ai pas été élevée comme ça. Il faut savoir prendre des risques, quitte à se casser bien la gueule comme il faut. Et je me suis cassé la gueule une paire de fois. Mais c'est comme ça que la vie est excitante. J'ai pas envie de voir les années défiler en me disant tiens, en 2024, si je faisais le bilan, je sais pas trop ce que j'ai fait. Non, j'ai envie d'avoir plein de trucs à raconter tous les ans. Positif, négatif, j'ai envie qu'il se passe plein de choses. Tu as grandi dans un petit village situé dans l'Oise. Alors là, justement, est-ce que tu rêvais de quoi, enfant? Est-ce que tu pensais faire un métier plutôt classique ou déjà tu avais des envies artistiques ou d'engagement? Je trouve que c'est difficile parce que je le vois aujourd'hui, mes grands sont en terminale, donc Parcoursup commence. Donc d'ailleurs, big up et good luck à tous les parents. Hein, c'est la grosse galère, on va pas se mentir. Moi, petite et même lycéenne, je rêvais. Quand on me disait c'est quoi ton rêve, je voulais être ambassadrice de la France. C'est ce que je disais toujours. Je voulais faire de la politique. Ouais, mais c'est pas ambassadrice avec une écharpe de Miss France, tu vois. Ouais, mais bon, c'est quand même intéressant. Comment les rêves t'amènent à quelque chose. Je voulais faire du business, mais j'adorais être femme d'affaires. Ah ouais. Et c'était qui tes icônes? Est-ce qu'il y avait des gens qui t'influençaient un peu? Ouais, en politique forcément, mais alors je pense que c'est un peu l'icône de toutes les nanas, forcément Simone Veil, ça c'est clair et net. Et après je voyais plein de nanas qui arrivaient à mener tout de front. Et notamment en les voyant en couverture de magazine, que ce soit sur Casting et tous les autres, t'as des nanas qui m'ont toujours fait rêver, des Elle Macpherson, il y a plein de nanas. Moi j'ai connu l'époque, c'est vrai qu'en plus moi j'étais adolescente avec l'époque des top modèles quoi. Donc je voyais Alain Gossuin, d'ailleurs que je n'ai jamais rencontré de ma vie, apparemment on serait très éloignés mais de la même famille. Mais évidemment Albert Delegue et tous les autres. Oh là là, Albert Delegue, mais oui. Comment il s'appelait aussi? Warner? Non pas Warner, je ne sais plus. Mais bref. Oui, on s'en souvient très très bien. On se souvient de tous ces beaux gosses, des boys bands, les To Be Free, les Worlds Apart. Bon bref, ça n'a aucun rapport avec la question. J'avais juste envie de parler de mes fantasmes inassouvis. Non, de tes rêves. De mes rêves. De ces femmes. Tu te voyais comme une femme de pouvoir. J'avais envie de faire quelque chose qui sorte des sentiers battus. Sauf qu'en fait, je ne m'en suis jamais donné les moyens jusqu'à Miss France, puisque quand on me demandait après, tu fais quoi? Ok, un bac S, parce que genre c'est le meilleur bac. Tu veux faire quoi? Fac de médecine, parce que genre ce serait génial d'être médecin, mais pas en écoutant profondément ce qui était ancré en moi, dans mes viscères, dans mes tripes, dans ma tête, dans mon âme quoi. C'était juste pour faire bien et rendre tout le monde fier, mais pas me rendre fière moi avec ce que j'avais vraiment au fond. Donc j'ai commencé fac de médecine, puis école d'infirmière. J'avais passé le concours pour entrer en école d'infirmière, mais là j'ai trouvé ma voie. Et si c'était à refaire, je crois que je ferais une école de sage-femme. Mais il y a toujours eu cette petite flamme au fond de moi. Transmission, prendre soin des autres. Ouais. Mais en même temps, je voulais, même sage-femme, je ne sais pas, sans doute que j'aurais développé, je ne sais pas, une chaîne YouTube, un compte Insta avec des conseils pour les futures mamans. Enfin, en tout cas, j'avais pas envie de rester dans une bulle hermétique. Dans tous les cas, je sais que je serais sortie d'un cocon pour ne pas me laisser enfermer. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est juste moi, dans mon état d'esprit, comme aujourd'hui, je déteste suivre la mode, je déteste... aller aux mêmes endroits que tout le monde en vacances. Si tu veux, moi, vivre à Paris, aller en vacances à Saint-Tropez, au sport d'hiver à Courchevel,
au secours, mais au secours. Et c'est sans critique, c'est juste moi, ça m'étouffe. Voilà, c'est juste ma vie et mon ressenti à moi. Ta singularité, tu as finalement réussi à te connecter à ta véritable nature. À Je pense, ouais. quel moment? Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, Finalement, non. alors que les succès, tu les as eus. Évidemment, on va reparler de Miss France en 2001. Ta vie change d'un jour à l'autre. Alors, c'est fou d'entendre que tu te voyais ambassadrice, parce que tu l'auras été ambassadrice pendant c'est rigolo. 1 an. Ouais. Bon, alors comment es-tu arrivée sur l'aventure? Un casting? C'est quoi? C'est Reine du Muguet de Compiègne? C'est ma première élection. Qu'est-ce que Ouais, c'est l'élection vraiment traditionnelle à Compiègne où vraiment tu as le rôle d'ambassadrice, tu es sur toutes les manifestations. Enfin, c'est vraiment une superbe expérience. J'y suis allée parce que j'ai accompagné une copine à moi. Donc, c'est une sorte de casting, oui. Tu as une première présélection, un casting. Tu dois être représenté par une entreprise locale. Donc, elle le faisait avec son école de coiffure et esthétisme. Je l'ai accompagnée, j'ai été élue. Et après, tu es élu, tu représentes une ville. Donc, on te dit ce serait chouette de te présenter à la départementale, donc à Missoise, pour représenter la ville de Compiègne. Élu, pareil, Missoise, tu vas à Miss Picardie au niveau régional. Élu, Miss Picardie part à Miss France. Miss France est élue, tu vas à Miss Europe, quoi. Mais tu connaissais Miss France, ça te faisait rêver, tu regardais. Mais toujours, j'ai toujours regardé. J'ai d'accord. des souvenirs, je regardais dans la cuisine sur un tout petit téléviseur avec ma grand-mère parce que mon grand-père ne voulait pas regarder et gardait pour lui le grand téléviseur dans le salon. Parce que généralement, j'étais en vacances chez eux à cette période. Ça tombait souvent avec les week-ends avant les vacances de Noël ou vacances de Noël. Et je me souviens très bien, toute petite, avoir regardé avec des étoiles plein les yeux l'élection de Laure Belleville, Mélodie Wilbert, Patricia Spear. Je les ai vues être élues et j'étais toute jeune. Et comme aujourd'hui, les gamines qui se présentent pourraient être mes filles, quoi, tu vois. Donc, mais ça m'a toujours fait rêver parce que j'en ai rêvé comme j'ai rêvé d'avoir un jour une robe blanche pour une journée, d'être la princesse et de me marier, que ce soit digne d'un conte de fées. Miss France, ça fait rêver aussi. Et même si certains critiquent cette élection, je crois que c'est d'abord un choix personnel de se présenter ou pas. Donc, on ne peut pas reprocher à une nana de vouloir vivre l'expérience. Personne ne force personne, déjà. Et ça apporte du rêve. Et ça va tellement aussi avec ce que je fais aujourd'hui, même dans le groupe M6, les émissions que je présente. On est là pour faire du bien. C'est juste des choses positives. A été tellement vu et revu. Je ne sais pas. Lequel le jour de ton couronnement. Ah, ok. Ce 9 décembre 2000 à Monaco, où tu as 19 ans et tu deviens Miss France. Ouais. C'est fou. Moi, j'ai la sensation qu'on l'a vu et revu. En plus, tu avais une relation particulière avec Geneviève. Quel souvenir tu gardes rapidement de cette année? Parce qu'on t'a souvent interrogé sur ça, mais tu sais que là, les élections recommencent. Ouais. Sur casting.fr, on balance tous les castings et c'est définitivement et incontournablement encore l'élection qui fait rêver le plus les jeunes femmes. C'est une réalité. Ouais, ça fait rêver parce que ça ouvre aussi des portes. Tu te dis que dans tous les cas, c'est une expérience bonne à prendre, une expérience de vie, quoi, d'oser se présenter en public, de parler, il en faut du courage pour se présenter à une élection de Miss parce que justement, tu sais que tu vas à l'encontre de certains préjugés, tu peux ne pas avoir le soutien de tous les membres de ton entourage, mais que ça te fait grandir énormément en maturité et que ça, dans tous les cas, c'est une superbe ligne sur ton CV, même si tu n'es pas élue Miss Régionale ou Miss France. En tant que jeune femme, ça fait partie des expériences de vie qui sont énormissimes, autant que d'avoir plein d'activités autres que le scolaire ou le professionnel. Ça te fait grandir et donc moi, je peux que inciter les jeunes filles à vivre ça parce que c'est en plus dans des conditions où tu es protégée et tu te sens chouchoutée, donc c'est génial à vivre. Et là, tu es propulsée, la médiatisation, tu es exposée et ça ne s'arrête plus jamais. Cette relation que tu as créée avec les Français, parce que quand dans ma présentation, j'avais envie de dire qu'elle fait partie du patrimoine français. C'est vrai qu'on a une vraie... tu sais, il y a des gens comme Vanessa Paradis, etc. Il y a des personnes qui font partie du panorama et auxquelles on est attaché. Déjà, comment tu l'as vécu, cette surmédiatisation? Parce que pendant 1 an, tu as voyagé, tu étais avec ton écharpe. Est-ce que tu étais conditionnée, préparée à ça? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, elles le sont plus. Elles sont plus préparées parce qu'en amont, justement, on les prépare. Il y a tout un
si tu veux, il y a une création d'images. Je dis création et c'est pas péjoratif non plus, mais sur les réseaux sociaux, etc. Et les élections se font un peu plus en amont, donc elles ont quand même un briefing général différent, même pendant le voyage de préparation. Elles vont avoir des cours de maquillage, des cours de démarche, etc. Moi, j'ai été élue Miss Picardie 3 semaines avant de partir pour Montréal pour l'élection de Miss France. Donc, si tu veux, en 3 semaines, ma valise, c'est clair. Je suis partie, j'avais des jeans, des kickers et des Doc Martens. Donc, et je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui, comme c'est ultra, ultra contrôlé. J'ai vu ce week-end c'est l'image. même très formaté, je Mais dirais. oui, la Miss, elle dit rien. C'est Je trop veux pas formaté. me prononcer. Je veux pas me prononcer. On est tellement loin de justement une Élodie Gossuin qui ose, qui parle avec sa singularité. Et il faut être spontané. C'est ce qui a ému. Elle ne veut se prononcer sur rien. Qu'est-ce qu'on tu ne peux pas. Tu ne peux pas ne te prononcer sur rien parce qu'il y a des sujets sur lesquels c'est ni religieux ni politique et c'est pas, j'allais dire, c'est pas sujet à polémique. En revanche, justement, de se taire, bah forcément, ça crée la polémique parce qu'il y a des sujets, tu ne peux pas te taire. C'est impensable, c'est impossible. En tout cas, tu vas très loin. Tu deviens même Miss Europe. Ouais, Miss c'est vrai. Europe. Un canon de beauté. Ah. Alors, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Il est bien loin. Là, Dis-moi la vérité. Il y a combien du coup 24 ans. Entre 24 ans et mais ce tu matin. Rigoles, tu es toujours non, tu sais quoi, je vais dormir 3 jours et je reviens, on la refait. On la refait dans 3 jours. Donne-moi, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, toutes ces femmes qui rêvent de devenir Miss France, est-ce que tu aurais un conseil? Justement, tu es devenue Miss Europe. Est-ce que tu te préparais? Est-ce que tu avais une hygiène particulière de vie? Est-ce que tu mangeais sain? Est-ce que tu faisais du sport? Ou c'était vraiment... Alors, la vérité, rien que la vérité. Ah, j'ai honte. J'ai honte, mais rien. Je faisais rien. Je fais bien plus aujourd'hui. Je faisais rien parce que je me laissais complètement, à ce moment-là, porter. En me disant, je touche plein de rêves du bout des doigts, j'en réalise certains. Et je me suis pas préparée, tu vois, pas du tout. Mais pas du tout. C'est vrai que je faisais pas de sport. Après, j'avais tendance, à l'inverse, à avoir une nature... j'étais assez maigre de nature. Même ma mère, je lui faisais peur en rentrant de Miss France, en touchant mes bras, etc. Après, je me suis préparée, je pense plus. Je me suis jamais fermé la porte de pouvoir réaliser ces rêves-là. Je crois que ça se joue surtout là. Ça se joue au mental, en se disant... si tu n'y crois pas, c'est fini, c'est mort. Le mental. Je crois vraiment que c'est le mental de me dire, moi je me suis toujours dit que c'était possible. Ça me faisait peur, c'est un peu, tu sais, les bronzés font du ski, j'ai peur mais j'y vais. Et j'avais peur mais j'y suis allée. Et je crois que le secret c'est vraiment ça. C'est même quand on en a mal au bide, qu'on n'en peut plus, que c'est la crise d'angoisse, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'en fait, ce qu'il y a de pire, c'est de se retourner en disant j'aurais dû. Donc il faut y aller, c'est surtout ça. Même dans un état où tu as du mal à le gérer, il faut tenter le coup. Il faut oser, en fait. Il faut vraiment oser. Oser. C'est tellement beau ce que tu dis, comme quoi cette préparation physique, pour toi, elle passe sur le mental. Et le mental ouais, c'est le plus important. a toujours été si visible sur ton corps, ta nature. Ouais, mais regarde, aujourd'hui, justement, là, c'est visible sur mon corps qui me dit, bah là, il faut te reposer, tu vois, mais il faut savoir écouter ça. Quel regard tu portes sur cette évolution, rapidement, Miss France 2025 Bah justement, pour les jeunes femmes qui voudraient se présenter aujourd'hui et il y a encore quelques temps en arrière, se disaient c'est trop tard parce qu'on parlait de ça. Mais non, c'est pas trop tard. C'est de leur dire que si ça fait partie encore des rêves et qu'elles veulent tenter le coup, bah regardez, Miss France cette année a 34 ans, je crois. Mais allez-y, foncez, tentez. Vous pouvez même, si vous êtes déjà maman, bah vous présenter. Si vous n'êtes pas né de sexe féminin, mais que vous êtes devenue femme, bah vous pouvez aussi. Si ça fait partie de vos rêves. Ah, Geneviève. Mais si vous avez envie, en tout cas, tentez. C'est quand même le message aujourd'hui, c'est que c'est possible. C'est possible. Carrière médiatique, là, c'est parti. Miss France, Miss Europe, shooting photo. Tu te rappelles de ton premier shooting photo? Ouais, le tout premier, je m'en souviens, parce que c'était dans la nuit. Dans la nuit, à la suite de l'élection de Miss France, où tu enchaînes tout de suite des photos pour, je crois que c'est Paris Match, c'est sûr, et Gala, je crois, où tu fais les couvertures tout de suite dans la semaine qui suit, et puis avec les caméras de 7 à 8 et tout ça. Donc c'était dans la foulée, sans avoir dormi, où tu fais les traditionnelles photos sur le lit, l'écharpe posée, la couronne à côté, dans le bain avec plein de bains moussants, la coupe de champagne. J'étais dans un état, j'étais ailleurs. C'est-à-dire que je réalisais pas ce qui m'arrivait
Et ensuite, quand je le réalisais, j'avais peur. Parce que j'avais peur d'être dans une prison dorée en me disant, pendant 1 an, je vais devoir faire ce qu'on me demande. Je ne vais pas avoir de liberté d'action ou de décision et je vais être privée de ma famille. Je ne vais pas pouvoir rentrer. Je vivais à nouveau chez mes parents. Moi, je veux dormir dans ma chambre d'ado. Je veux voir ma sœur, mon frère. Et rien qu'à l'idée de ne pas voir ma sœur ou mon frère, par exemple, je pleurais immédiatement. Les personnes qui étaient là avec moi, et notamment Geneviève. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai découvert la vraie Geneviève, bien au-delà de son uniforme et de ce que certains peuvent penser d'elle. Et tout de suite, on s'est aimés. Et tout de suite, on a fondé une famille ensemble et elle a été intégrée à ma famille. Et elle a compris que j'avais ce besoin-là. Donc moi, dès le lendemain soir, je lui ai demandé, on a atterri à Paris, Charles de Gaulle. Je lui ai demandé, comme j'habite à 3/4 d'heure de Roissy, si je pouvais rentrer chez mes parents. Elle m'a dit oui. Donc moi, j'ai été élue le samedi soir. Le dimanche soir, je dormais dans ma chambre d'adolescente. Et c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui m'a sauvée parce que j'ai retrouvé mes racines, mes repères tout de suite et que ma mère m'a engueulée parce que je débarrassais pas la table. Tu vois ? Non, mais c'est très révélateur. Je suis élue Miss France depuis 24 heures. Ma mère me dit, oh, tu vas te lever pour aider là ? Ben, mais il n'y a pas meilleur. Tu vois, jamais je pourrais remercier suffisamment mes parents parce que je crois que la clé, elle est là. Elle est dans ce qui t'est transmis, dans ton entourage. Quand j'ai eu parfois, sur certaines périodes, j'ai eu des mauvaises fréquentations. Ça aurait pu faire basculer ma vie parce qu'en fait, tu te retrouves pas et tu fais plus les choix essentiels par rapport à ce qui te fait vibrer de base et ce qui te ressemble. Donc, je crois vraiment que la chance, tu vois, il y a des choses qui me reviennent forcément et c'est pas prétentieux, mais la majorité des choses revient à ceux qui m'entourent, quoi. Vraiment, c'est sûr, c'est ce qui fait la différence. La preuve, j'ai jamais fait de meilleur choix que depuis que je suis maman, parce que c'est pareil, tout est centralisé par rapport à tes enfants, mais du coup, tes choix, tu les fais différemment et ils sont viscéraux, donc ils sont bons et justes. La maternité a de ça qui est une forme d'obligation de se reconnecter à soi, parce qu'on veut offrir d'une façon juste la meilleure, j'allais dire de formation, la meilleure éducation. Mais ouais, mais tout à l'heure, tu me demandais justement depuis quand. Je sais pas, depuis quand je me connais davantage, j'en sais rien, ou en tout cas, je me suis recentrée. Mais je crois que c'est quand toi, tu renais parce que tu donnes la vie, quoi. Et que du coup, tu as aussi, très paradoxalement, plus conscience de ta propre mort et de ta propre vie et de l'instant présent et de ce que tu dois faire pour eux. Donc, tu sais ce que tu dois être et comment tu dois être la meilleure maman possible. Donc, tu deviens une meilleure personne tout court. Une meilleure personne tout court. Défilé, campagne, un milieu difficile, voire redoutable, des années de mannequinat. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu un soupçon t'as pris un peu la grosse tête, ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit waouh, Il y a eu des petites périodes, mais j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que très rapidement, ou une personne m'a remise à ma place, très clairement, ou je me suis fait larguer par un mec. Ou, tu vois, ou du coup, tu redescends vite, t'as vite les pieds sur terre. Ou de toute façon, régulièrement, je rentrais chez mes parents. Donc, le fait d'être en forêt, dans la terre, mettre tes bottes en caoutchouc, de faire du jardinage, d'aider tes parents, voilà, tu te recentres aussi sur l'essentiel. On sent définitivement. T'as perdu pied. Oui, j'ai perdu pied plusieurs fois. Plusieurs fois, quand tu sais pas... C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore vivre au présent. Mais il y a une période aussi où ça t'inquiète, cette précarité de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Donc, tu ne sais pas dire non. Donc, tu acceptes aussi des choses qui ne te ressemblent pas. Et puis, tu as peur. Tu as peur aussi du lendemain en disant Miss France, c'est 1 an. Ok, tu poursuis parce qu'il y a quelques opportunités. Mais tu passes ton temps à te dire que ça va s'arrêter. Donc, c'est quand même aussi assez lourd psychologiquement. Tu n'as aucune stabilité. D'autant plus qu'on entend quand tu racontes que tu voulais être médecin, infirmière, sage-femme ou en tout cas ambassadrice, que tu avais une vraie ambition carriériste avec un intérêt sociétal. Et là, tu deviens mannequin avec justement cette incertitude constante. Mais ce mannequinat t'amène à l'animation télé. Là, tu prends place à la télévision. Ouais, depuis, ça fait maintenant... justement, c'est une vraie chance. Ça aussi, c'est des rencontres parce qu'il y a plus de 20 ans maintenant,
on m'a donné ma chance sur une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelait TF6, qui était justement détenue à 50% par TF1, 50% par M6. Et c'est fabuleux parce que ça a été une chaîne école. Ça a été très formateur parce qu'en fait, c'est des dirigeants qui avaient carte blanche et le culot de mettre à l'antenne des émissions un peu laboratoires. Donc même moi, ça m'a permis d'apprendre énormément, que ce soit en extérieur, sur différents plateaux. Et j'ai pu apprendre mon métier, véritablement. Tu as appris sur le terrain. J'ai appris sur le terrain, mais après, c'est des métiers où justement, tu ne peux apprendre que sur le terrain. Et si on te grille trop rapidement ou qu'on te confie des programmes qui ne te ressemblent pas, c'est très compliqué pour la longévité de la carrière. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir me former et avoir les bonnes opportunités au bon moment et de rencontrer les belles personnes et les bonnes personnes aussi. Donc c'est vrai que c'est encore une fois, c'est pas pour dire que ça dépend pas de moi, mais que c'est toujours un ensemble et que forcément quand tu fais les mauvaises rencontres ou que t'es pas là au bon moment, au bon endroit, c'est des métiers où le hasard et le destin jouent énormément quand même. Et c'est des choses qui sont pas... Tu peux pas, c'est des choses que tu peux pas anticiper et calculer. C'est un ensemble de facteurs et c'est pour ça que c'est compliqué de dire objectivement, voici la grille, le cahier des charges ou le mode d'emploi pour réussir. Parce que tu peux pas cocher, ok, cette formation c'est bon, ce diplôme c'est bon, ce stage c'est bon, l'âge, le physique ou je ne sais quoi, tous les critères possibles et inimaginables. Il y a aussi ce critère de le destin, la chance, les rencontres. Alors justement, cette chance, elle se crée ou pas ? Elle se crée, mais malgré tout, il y a une part d'insaisissable. Alors après, c'est compliqué parce que moi, j'y crois plus ou moins. Je crois plus au fait, effectivement, qu'il y a... que c'est toi qui peux le provoquer aussi. Les rencontres. Ah ouais, c'est toi qui peux provoquer, qu'il y a un truc. Tu vois, par exemple, nous, là, on s'est retrouvés il y a peu de temps. Mais l'histoire, elle est dingue. On ne s'est pas vu pendant des années. Et moi, je sors d'un boulot, etc. Je tombe sur les bains en me disant « Oh, tiens, un hammam, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'un hammam. » Et le fait de s'écouter. Du coup, je suis rentrée. Sur qui je tombe ? Sur toi. Ouais. Tu vois ? C'est la vie. Moi, c'est vrai que j'adore m'écouter parce que ma vie n'est faite que de ça. Et je trouve que la vie est tellement merveilleuse quand elle te surprend tous les jours, quoi. Moi, j'adore ça. Donc, j'écoute énormément mon instinct. S'il y a un truc à cocher, c'est toujours s'écouter. Et pendant un temps, je ne me suis pas écoutée. Je me fie énormément à mon instinct. Il y a des gens directs. Je sais qu'il faut que je m'éloigne. Je peux pas. C'est-à-dire que ça me parasite. Et cette pensée constante positive, c'est très intéressant parce que ta réalité, c'est ta pensée. Alors cette pensée, si elle est juste positive, créatrice et que tu te dis ok, je vais passer ce casting, je vais le réussir et si je le réussis pas, j'en passerai un autre. Ça joue énormément. En fait, ta réalité devient tellement vaste et tu attires des choses. Ça, on vrai. part sur des sujets de neurosciences. Miss France, animatrice télé. Tu disais que tu as appris sur le terrain. Ouais. Moi, ce qui me surprend réellement, c'est que tu te rends pas compte combien tu es naturel, tout semble facile pour toi. C'est ça qui a séduit les Français. Tu deviens Miss France le jour même, tu es dans un bain, on te prend en photo pour gala. C'est beaucoup. C'est beaucoup. À gérer, c'est beaucoup psychologiquement, tu craques énormément. Et c'est le truc, c'est que moi, j'ai été élue à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que je partagerai peut-être aussi le revers de la médaille, tu vois, un peu la face cachée, le côté obscur de la force Miss France. Non pas que ce soit négatif, mais pour faire comprendre aussi que ce conte de fées, il y a quand même un prix à payer. Le prix à payer, c'est que ta famille peut être touchée s'il y a un bad buzz. Moi, ça a été le cas avec Miss Univers, qui était à l'époque détenue par Donald Trump, qui avait aussi Miss USA. Et j'arrive là-bas, on veut me disqualifier en me disant que je suis transsexuelle. Tu vois, c'est compliqué parce que le lendemain, tu as des journalistes qui frappent à la porte de mes parents en disant « Excusez-moi, on est dépêché officiellement, il faut nous fournir l'acte de naissance de votre fille. » Mes parents l'ont donné naïvement. Là, tu vois, la frontière est franchie. On est venu chez mes parents. C'est compliqué psychologiquement parce qu'effectivement, j'ai plutôt tendance à... c'est même totalement tendance. Je n'arrive pas à déléguer. C'est-à-dire que je m'auto-fatigue, mais j'ai besoin de gérer. C'est-à-dire que je n'aime pas être passagère en voiture. J'ai la phobie de l'avion. Et même si des fois j'essaie de me faire aider, il faut que j'ai, comme on dit, le final cut, il faut que je valide tout, il faut que je regarde tout, il faut que j'écrive tout. Donc c'est fatigant, je m'épuise parce que je veux tout gérer, même les papiers pour les enfants, même si je dis à mon mec fais-le, alors qu'il voilà.
Et je vais vouloir voir pour être sûr que ce soit fait, que machin. Donc, c'est hyper fatigant. Donc, on parle de charge mentale. Moi, je pourrais en délester un peu. Je n'arrive pas à me délester d'une partie de cette charge Tu aurais besoin mentale. de ce fameux lâcher prise. Lâcher prise. Je n'y arrive pas. Le point positif dans tout ça... Est-ce que tu sais pourquoi tu n'y arrives pas ? Parce que ça me fait me sentir vivante. Et cette part de responsabilité que je veux avoir me donne certainement de l'importance et j'en ai besoin pour avoir confiance en moi. Après, le point positif dans le boulot, parce qu'on parle aussi du côté quand même professionnel, quand tu dis tout paraît facile pour toi, c'est parce que quand j'arrive notamment déjà en télévision, dans le groupe M6, j'ai une chance folle parce que vraiment, je peux écrire et présenter comme je suis. Mais pour le faire comme je suis, en amont, je bosse des jours entiers et j'écris moi-même. Moi, je tiens à le dire parce que d'avoir un auteur et lire un truc qui t'appartient pas véritablement, bah, ça se ressent. Moi, je bosse énormément pour justement pouvoir lâcher prise et être totalement moi-même au moment venu. Mais du coup, être soi-même dans certaines circonstances, eh ben, ça demande de ne pas être totalement naturel parce que ça demande du boulot quand même. Après, par exemple, sur les réseaux, les vidéos que je poste, je peux te jurer que jamais je fais 2 prises. C'est-à-dire que je suis là, il y a une connerie à la maison. Je te crois pour l'avoir vécu. Je te crois. Tu vois, le truc, je sais pas, des fringues dans les escaliers ou peu importe, du bordel. Mais t'as une sacrée répartie et tu es très, très drôle. Ah, j'ai vu un truc au sujet de ton escalier. Je sais plus ce que tu as dit, mais je l'ai revu 15 fois parce que ça m'a fait rire. Les vêtements étaient en dessous de l'escalier et tu posais une question, je sais plus laquelle. Mais ça, c'est en une fois et c'était vraiment drôle. Comme ça chez moi. C'est que des fois, on me dit, quand je vois que les gens travaillent sur leur contenu, par exemple, là, j'ai mis un truc parce que j'avais, mais je suis rentrée chez moi, il y avait des godasses partout. Je dis, j'en ai ras-le-bol. Donc, je l'ai filmé en une fois aussi. J'ai pas déplacé une chaussure. C'est-à-dire que je ne veux pas mentir. Je pense que ça, vraiment, c'est la clé aussi d'être loyal, intègre et d'être authentique, sincère. Parce que quand c'est de travailler, ben, tu peux pas tricher pendant des semaines ou des années. Donc, dans la longévité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Des castings, tu en as passé. Et j'en ai raté plein. Alors, justement, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs pour donner le meilleur d'eux-mêmes lors d'un casting ? Est-ce qu'il y a un petit secret ? Un petit secret, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu vois, ça peut être paradoxal de dire d'être soi-même, de dire de rester totalement intègre et frais et spontané. Quand tu vas à un casting, si tu sais que c'est pour tel rôle ou qu'il recherche tel profil et que c'est dans tel cadre, par exemple, tout ce qui concerne la comédie, je vais être très mal placée pour donner le moindre conseil parce que je ne sais pas jouer la comédie, je suis très mauvaise menteuse. Tout le monde à la maison peut en témoigner. En ce moment, la mode, c'est le loup-garou. On joue à ça en famille, avec les potes et tout. Si je suis loup-garou, mais direct, en moins de 2 minutes, je suis grillée à tous les coups. C'est-à-dire que je suis une piètre joueuse. C'est une calamité. Mon mec, des fois, il me teste. Il me dit des trucs. Si j'essaie de lui mentir, mais en 2 secondes, c'est là que je commençais à rigoler. Je ne sais pas mentir. Donc le seul conseil que je puisse donner, c'est des castings qui s'apparenteraient à ceux des Miss ou pour la télévision ou pour une campagne où justement tu dis vraiment que ça te ressemble. Je pense que c'est important d'être différent. Tu vois, même mes enfants, quand ils ne sont pas dans la norme, que ce soit des fringues ou de la norme sociale ou de la norme de l'éducation nationale qui est ultra formatée, bon, c'est d'ailleurs pléonasme, mais je leur dis, c'est ma phrase notamment avec Joséphine, c'est ma petite dernière, je lui dis, Joséphine, c'est comment d'être comme tout le monde ? Elle me dit, c'est chiant. Bah ouais, c'est chiant d'être comme tout le monde. C'est vraiment chiant. Et c'est tellement difficile à nous parents de leur transmettre ça. Mais parce que j'allais te dire, c'est facile de le dire à 44 ans. Ouais. À 15 ans, je voulais juste être comme tout le monde. Je faisais déjà 1m78. Je voulais arrêter, prendre des hormones de croissance, me faire rapetisser. Enfin, tu vois, parce que tous les mecs, je voulais sortir avec des mecs, ils m'arrivaient au niveau des seins, quoi. Des seins que j'avais à peine. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué dès qu'il y a une différence quelconque. Et c'est chiant parce qu'en fait, l'expérience que tu as passé un certain âge, je dis pas qu'il faut attendre 40 ans, heureusement, mais en tout cas, ce recul que tu as sur le fait de s'assumer pour être épanoui, si on pouvait transmettre ça à nos gamins et d'être comme ça dès 15 ans, dès 10 ans, mais ce serait génial. Mais il faut passer par ces étapes de merde pour grandir et s'épanouir. Mais c'est galère, voilà. Bref, pour un casting, essayer d'être soi-même. Mais je sais que c'est compliqué de gérer son stress. Il y a aussi la notion de stress. Il y a des gens, le stress les bloque totalement ou te transforme un peu. C'est essayer de faire basculer le stress avec l'adrénaline qui te transporte. Il y a vraiment une nuance dans le stress et moi, je fais pas une émission ou un truc sans être stressée. Je suis malade, je peux pas manger, je vais aux toilettes, je suis mal, machin, et l'enfer. Sauf que
ça me transcende. Il faut réussir à voir ce stress qui te... J'ai trop de chance, Ça faut y donne la aller, niaque. allez, quoi, on y croit, on est là, on a le sourire, pourquoi pas, pourquoi ce serait pas vrai, pourquoi ça se passerait pas bien, comme tu disais. La méthode Coué et le positivisme, et ça l'attire aussi. Alors, moi, je dis toujours, j'ai une copine avec qui je travaille qui me dit toujours, il faut penser comme un proton. Alors, mon conseil, c'est ça, penser comme un proton, ça veut dire penser positif. Penser Toujours. positif. Et je pense que cette énergie, mais tu vis tellement avec que tu t'en rends même pas compte. Mais quand tu rentres dans un endroit, tu es ultra solaire, on te sent très carré. Et quand tu parles de travail, voire de contrôle, on voit que Mais tu te rends compte quand même que tu as eu des jumeaux à 2 reprises. Oui. C'est juste une expérience. Non, mais je m'en rends bien unique. compte tous les jours, je t'assure. Mais tu sais, alors déjà, ça fait rêver. Je t'assure que ça fait rêver. Je sais que toutes mes amies qui ont eu des jumeaux, on connaît l'histoire au début, c'est la catastrophe, mais que ton corps, là tu es face à moi, si belle, si svelte, avec tes beaux bras musclés, machin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ton mental t'amène au-delà des limites. On a l'impression que tu as cette maternité, on sent qu'elle t'a bouleversée, tu l'as partagée avec ton public. On partage aussi la relation que tu as avec ton amoureux, ton mari, qu'on salue, qui est si beau, qui lui-même a été comédien. Et mannequin. Et mannequin. D'ailleurs, il est toujours en agence. Il est toujours en agence, une histoire qui dure. Comment tu fais pour gérer ton emploi du temps entre ta carrière, ta vie de famille Tu disais que tu n'avais pas d'aide à la maison. Non, parce que c'est vrai que mes enfants sont ma priorité. C'est-à-dire que moi, quand je ne travaille pas, ma seule envie, c'est de rentrer et de se faire une bouffe tranquille dans le salon, faire un câlin avec mes enfants, être là pour les aider pour les devoirs, même si je tape une crise de nerfs et que j'en peux plus. Je veux être là pour les coucher. Encore hier soir, je te disais, cette nuit, j'ai pas dormi. Mais à minuit, ça se relevait parce que ça avait oublié de faire un boulot de révision alors qu'il y avait un contrôle, parce qu'il y avait un autre papier à signer pour ma fille, qu'elle devait finir un truc en SES et qu'elle n'y arrivait pas. Sur 4 enfants, hier soir, j'en avais 2 qui étaient au bout du rouleau. Et donc, c'est d'être là. Tu vois, si je dois m'absenter parce que je rentre tard d'un tournage ou que je pars en mission pour l'UNICEF ou en tournage en province et que du coup, je dors à l'hôtel, c'est de me dire que, non pas que je sois irremplaçable, mais j'ai envie d'être là s'ils ont besoin de moi. Et je sais qu'ils se confient à moi et qu'il y a une vraie confiance et une proximité. On est aussi un peu potes. Moi, j'ai plutôt une relation copain-copain avec mes enfants. J'ai envie d'être là pour eux. Moi, avoir eu 4 enfants, combien de fois dans notre milieu des médias, on m'a dit « Mais prends une jeune fille au père !» Non, mais j'ai pas fait des enfants pour qu'une jeune femme que je ne connais pas vive chez nous et s'occupe de mes enfants. Sinon, je n'aurais pas fait le choix d'avoir 4 enfants. Déjà, je n'en ai pas envie. Combien de fois aussi, on me dit, tu fais de la télé. J'ai déjà reçu des messages me disant, c'est bien beau de faire la belle, mais tu dois jamais faire à manger à tes gosses et t'as même pas dû changer une couche. Peut-être que certains ont des employés, les moyens pour, et que c'est leur choix de vie, je juge pas. Mais ce n'est pas ma vie. Moi, j'ai fait des enfants parce que j'ai envie de passer mon temps avec eux. Je suis invitée dans des mondanités, des dîners de gala, des machins, des trucs. Les avant-premières, j'y vais si c'est un gros kiff avec mon mari une fois tous les 6 mois. Et si c'est un film familial ou une soirée qu'on veut vivre tous les 6, on y va ensemble. Généralement, si on est invité ou qu'on fait un truc, c'est tous les 6. Tous les 6. Voire tous les 7 avec le chien. Voire tous les 8 avec le lapin. C'est-à-dire que moi, j'emmène, c'est ma tribu, on est un clan. Moi, j'ai pas fait des enfants pour que le week-end, il soit géré par une babysitter pendant que je m'éclate dans un spa avec mon mec. Enfin, en fait, j'en ai pas envie. C'est pas un jugement, c'est que je n'ai pas envie de ça. Et tu as fait le choix de ne pas vivre à Paris. Et depuis longtemps, mes enfants n'ont jamais vécu à Paris. Ils ont vécu dans mon utérus, les premiers, pendant 8 mois et demi à Paris. Mais j'ai accouché. Mon mari a déménagé notre appart pendant que j'étais à la maternité. Je suis sortie de la maternité. On a filé vivre pour le coup chez mes parents parce que notre maison on a eu de gros soucis. On a donc vécu 1 an chez mes parents avec des jumeaux. Donc t'imagines aussi le branle-bas de combat, le bordel que c'était. Joyeux bordel, hein, soit dit en passant. Mais c'est des réflexions que j'ai eues aussi pendant des années. Mais pourquoi tu prends pas un studio à Paris pour les soirs où tu rentres tard avec les horaires que t'as ? Quoi, tu vis au-delà du périph' ? Il y a une vie au-delà du périph' parisien ? Oh ! Et en fait, à chaque fois, même moi, je me disais, c'est vrai que je suis un ovni dans ce monde des médias parce que je travaillais en matinale radio, donc je partais à 4h le matin. On me disait, mais pourquoi tu t'infliges ça ? Et c'est marrant, il y a eu le confinement. Et au moment du confinement, tout le monde m'a dit,
Quelle t'avais chance. raison. Mais quelle chance, mais comment t'avais raison. Et j'avoue qu'on vient régulièrement à Paris. On est venu le week-end dernier voir un match de volley du Paris Volley avec mes 2 petits seulement, les 2 grands. Maintenant, ils ont 17, ils étaient de sortie entre potes. Tu vois, là, c'est l'inverse. C'est pas moi qui décide de plus tard, c'est les grands qui se barrent maintenant. Et on est venu à Paris et c'est vrai qu'à chaque fois, on se fait la réflexion. On ne pourrait pas vivre ici simplement parce que eux me font la réflexion. Des gens, des odeurs, de l'effervescence, du monde, du bruit, du rapport humain, mais simplement parce qu'on n'a pas le même, ils n'ont pas grandi dans cet univers-là, dans ce cadre de vie-là, et c'est sans jugement, c'est que nous, ça ne nous ressemble pas. En revanche, dans un petit village où les voisins, tous les soirs, tapent, t'as du beurre, t'as du machin, il y a une voiture chelou ici, on a des soucis ici, on s'en va, tu prends le courrier. Ben moi, j'aime ça, parce qu'en fait, j'ai besoin de cette solidarité, et même de me dire que si j'ai des soucis, j'ai ma maman, ma sœur, mon frère, on vit tous dans le même village. Et donc, d'avoir cet esprit, moi, j'aime bien l'esprit de communauté, tu vois, vraiment, je me dis que c'est possible de vivre tous ensemble, tu vois. Tu es si inspirante. D'ailleurs, tu crées, tu ne t'arrêtes jamais, tu écris aussi des livres, dont un livre jeunesse, Miss Catastrophe 2022, une bande dessinée Mams 2023 et un livre je me suis éclatée à faire ça. Paru en septembre, Miss Maman, le guide de la mère imparfaite. Qu'est-ce que tes enfants t'ont inspiré? Miss Catastrophe, déjà, c'est ma fille, c'est Joséphine qui a écrit l'histoire. Donc, qui m'inspire tous les jours et justement, je veux entretenir ça. Tu vois, Joséphine, justement, est plein d'imagination, elle est très créative. Je pense qu'elle n'est pas formatée éducation nationale, justement, et qu'elle a besoin de rêver, de regarder par la fenêtre, d'écouter les oiseaux, d'aller cueillir des fleurs, de nourrir les poules quand elles rentrent. Et tous mes enfants, d'ailleurs, sont comme ça. Et je pense que c'est important d'écouter, en fait, j'allais dire, l'essence même de chaque être. Et on est tous différents, on n'est pas tous faits pour aller en école de commerce ou en fac de droit, quoi. Et je pense que c'est important de pouvoir ouvrir le champ des possibles. Et justement, par exemple, de participer à un casting ou d'oser rêver de devenir comédien, mannequin, de prêter sa voix, de faire un concours de beauté, etc. C'est peut-être pas dans le droit chemin quand tu es en CM2, en 6e ou en terminale, on te dit pas. Et sinon, Parcoursup, tu peux pas mettre, je sais pas, guitariste ou comédien, mais jamais tu l'entends. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Au contraire, tout est possible. En plus, tous les métiers aujourd'hui se renouvellent sans cesse. Il faut oser en fait s'écouter en se disant, mais il faut tenter le coup. Si ça marche pas, de toute façon, ça fait quoi? Tu bascules sur autre chose. Il y aura d'autres chemins, d'autres issues de secours, quoi. Et c'est tellement difficile de se connecter à soi. Et tu sais ce qu'on préconise? Comment se connecter à soi? On se connecte à soi en pleine nature. Ouais, grave. On se connecte à soi en prenant des cours de chant, de danse avec les arts, parce que ça te permet de t'exprimer dans les émotions. De se libérer un peu aussi. Et de se libérer. Et on oublie bien souvent, avec ces injonctions, ces obligations, c'est vrai. tout le monde avec une fille au père, tout le monde à Paris, tout le monde à Courchevel, on oublie de se connecter à sa véritable nature. Transmission et inspiration. Tu es une femme ultra engagée. Moi, j'en ai des frissons. J'attendais ce moment où tu allais me parler de l'UNICEF. Tu pars. C'est des causes comme le cancer du sein, mais tellement d'autres causes. Raconte-moi ta relation avec l'UNICEF qui dure depuis des années. Comment ça s'est fait? Raconte-moi, c'était quand et comment? C'est une belle histoire parce que donc mes petits ont eu 11 ans. Donc il y a presque 12 ans, parce que j'étais enceinte d'eux, j'ai rencontré une des équipes de l'UNICEF qui me parle d'un projet de faire part de naissance. Tu sais, depuis toujours, l'UNICEF est connu aussi pour les cartes de vœux de début d'année. D'ailleurs, si vous voulez aller sur la boutique solidaire, il y a les cartes de vœux, mais il y a plein d'autres choses, des objets, des cadeaux, etc., des jouets pour enfants, justement au profit de l'UNICEF, donc qui t'a acheté, même pour la bonne année, des cartes de vœux quelconques, autant que ce soit de façon solidaire. En plus, par exemple, tu achètes un paquet de cartes de vœux, je crois que ça équivaut à 150 sachets de réhydratation, tu as 200 doses de vaccins contre la polio, il y a plein d'équivalences. Dès que tu achètes, de toute façon, c'est-à-dire que concrètement, tu apportes vraiment ou de la vaccination, tu apportes, ou des écoles en kit, donc c'est super important. Et du coup, notamment avec ce faire part de naissance qui est dans la même optique, et du coup, ça a vu le jour, ce site de faire part de naissance au profit de l'UNICEF. Et on est resté en contact, et il y avait tellement à faire qui m'ont demandé dans quelle mesure et comment je voulais m'engager. Et je leur ai dit, mais moi, je suis à votre dispo, quoi. Si je peux aider,
Non pas que je me sente coupable justement de ne pas avoir poursuivi mes études médicales, mais je me dis, tu vois, c'est le destin d'avoir choisi une autre voie, mais de pouvoir être utile autrement, d'avoir cette tribune et de s'engager parce que, en fait, les actions sont menées parce que tu as des gens sur le terrain, tu as des gens qui font de la com, qu'on a besoin de dons, on a besoin d'appels au bénévolat, qu'on a besoin d'actions mises en place et que c'est des équipes complètes. Et raconte-nous en 2 phrases l'UNICEF. Ouais. Quand est-ce que ça a été créé et qu'est-ce que c'est que l'UNICEF? Alors, l'UNICEF, en fait, c'est pour la défense des droits des enfants. Donc, vraiment, c'est pour chaque enfant. L'UNICEF, ils sont partout dans le monde. Ils sont dans 192 pays. Donc, c'est une vraie force parce que même face aux situations d'urgence, l'UNICEF se déploie. Alors, évidemment, quand il dit pour chaque enfant et défense des droits de l'enfant qui s'appuie sur la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est forcément le droit à l'éducation, essentiel, le droit à la santé, le droit à la liberté. Et c'est vrai on mène des actions en fait très ciblées pour que justement elles soient relayées, mais tu vois bien que toutes les problématiques sont transversales. Par exemple, ma première mission, je suis partie, la toute première, c'était le Sénégal. On part au Sénégal sur vraiment l'axe de l'accès à l'école des tout-petits. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est un pays où il y a une gratuité des soins jusqu'à l'âge de 5 ans, mais que nombre d'enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil, des enfants fantômes. Et si tu n'as pas d'état civil, même si tu as accès à l'école, eh ben après, tu peux passer aucun diplôme, tu vois. Si tu es dans un village reculé, tu n'as pas d'accès à la vaccination, tu n'es pas enregistré à l'état civil. Toutes les problématiques sont liées, en fait. Et tu le vois bien dans les centres de santé, quand les gamins arrivaient en situation de malnutrition. Mais généralement, c'est un cercle vicieux qu'il faut transformer en cercle vertueux. Donc, c'est très compliqué de le constater. Depuis, je suis partie en Mauritanie et il y a peu de temps à Djibouti. On va certainement repartir en mission en 2025 parce que c'est vrai aussi que, par exemple, quand tu vas à Djibouti, je n'y suis pas allée pour, notamment, là, je n'y suis pas allée précisément pour l'accès des enfants à l'école. Mais tu arrives à Djibouti, j'ai rencontré nombre de jeunes filles qui n'ont pas accès à l'école. J'ai rencontré des jeunes filles de moins de 15 ans, donc plus jeunes que ma grande fille à moi, mère de famille, excisée. Et c'est un pays où 70% des jeunes filles subissent des mutilations génitales. Donc, tu vois, c'est des choses qui vont t'interpeller, même si je ne suis pas partie pour ça. Et du coup, tu ne peux que avoir envie de faire partie d'un maillon d'éducation et d'information, de transmission, de prévention. Et du coup, c'est pas facile de déterminer un engagement parce que il y a tant à faire, mais c'est vrai que l'accès des jeunes filles à l'école, c'est essentiel. Et depuis mon engagement pour l'UNICEF, c'est vrai que j'en parle tellement avec mes filles qu'elles ont conscience de leur chance d'être des jeunes femmes libres qui sont nées, qui vivent et qui sont scolarisées en France. On va pas se mentir, je sais que tout est sujet à critique et que rien n'est facile. Mais on a quand même une chance folle, quoi, d'être protégés, que nos enfants soient éduqués, d'avoir accès à la santé. Tout n'est pas parfait et c'est pas, mais tout est relatif. Et on a une vraie chance d'être des femmes libres aussi. Moi, j'ai vraiment de la chance, je me le dis sans cesse, quelle chance j'ai d'être une femme indépendante qui fait des choix libres et consentis, qui dispose de mon corps, qui n'ait jamais été forcée à rien. Quelle chance on a, vraiment. Et c'est important, quoi, d'en prendre conscience aussi. Quelle est la rencontre qui t'a permis d'asseoir ta personnalité, cette personnalité si brillante, si vive, si audacieuse? On peut parler de tes défauts aussi, mais en tout cas... J'ai plein de défauts. Non, mais quelle est la rencontre déterminante qui t'a permis d'être Élodie Gossuin? Élodie Gossuin qui est quand même multipotentielle, multifacette, ultra authentique, avec une définition, et tu ne partiras pas d'ici sans nous donner tes secrets d'hygiène de vie, parce que voilà. Alors là, tu vas être servie, hein. Je t'annonce. Mais quelle est la rencontre qui t'a stabilisée et qui t'a permis d'être celle que tu es aujourd'hui, à part toi-même? À part moi-même, c'est facile. Enfin, comme réponse, ça peut paraître totalement bateau, mais mes parents, c'est certain. De par leur humilité, leur ancrage, leur simplicité et leur attachement aux valeurs de la famille, de l'amour, du travail, enfin les choses simples de la vie, la volonté de rester une famille unie et de savoir faire non pas des concessions mais d'être à l'écoute, etc. De se dire que l'essentiel c'est de ne pas arriver à des situations où genre on se verrait plus pendant des années ou seulement une fois par an en se forçant pour Noël. Je sais que ça peut être le cas, que c'est le cas de nombreuses personnes dans les familles.
Et je trouve ça triste, c'est de pouvoir avoir conscience de cette chance et l'entretenir. Donc c'est sûr que de grandir avec des valeurs comme ça, bah, ça m'a porté, ça m'a épanoui. Mais je peux pas ne pas penser à Geneviève. Parce que Geneviève, ça a été une des rencontres marquantes de ma vie. Et que justement, dans ce monde des Miss que je découvrais, avec tout juste l'écharpe de Miss France, Geneviève m'a montré toute son authenticité et sa simplicité. Et c'est vrai j'arrive pas à parler au passé, elle a encore une image de femme parfois un peu bourgeoise, voire surannée, grande gueule, mais un peu vieille France. On peut avoir cette image-là, alors que Geneviève, c'est une femme d'une modernité sans nom, d'une intégrité, d'une loyauté sans faille, d'une générosité, d'une très grande générosité, absolument pas matérialiste. Elle n'avait rien, voilà, et qui m'a montré qu'on pouvait se contenter de très peu et juste profiter de l'instant présent, avoir conscience de cette chance-là. Elle adorait répondre aux gens dans sa cuisine à n'importe quelle heure. Et si on l'interpellait, elle s'arrêtait toujours. Elle adorait être au contact des gens, aller dans n'importe quel gala, dans n'importe quelle salle des fêtes, même si on dormait chez l'habitant et qu'on se partageait une chambre. Même s'il n'y avait plus rien dans son frigo en rentrant, que tu n'as même pas le temps de faire les courses, sans avoir aucune aide extérieure, quand on parlait d'avoir de l'aide pour gérer tout ça, elle a mené ça d'une main de maître et c'était son rêve et elle a réalisé ce rêve. Donc je crois que c'est normal qu'elle ait toujours eu un attachement particulier à cette élection qu'elle a construite, quoi, avec Louis de Fontenay et son fils après. Mais c'est un des plus beaux exemples parce que c'est une grande dame. Et il y en a peu. Il y en a peu qui s'investissent autant sans arrière-pensée. Tu vois, elle était pure, vraiment pure. Comme tu l'es, cette pureté, cette beauté que tu as toujours. Cette beauté, elle est encore plus séduisante parce qu'elle est totalement naturelle et peu pensée. En tout cas, c'est ce que tu reflètes. Parle-moi de ton hygiène de vie en 2025. Tu es quand même une femme ultra médiatisée. Est-ce que tu fais attention pour ta longévité? Quels sont tes secrets? C'est bien mon souci, c'est que je pense pas à ma longévité, ce que je pense pas à demain. Donc c'est un gros souci. Je suis plutôt bonne vivante à profiter de l'instant présent. Et dans l'instant présent, je sais aussi, et je m'y astreins, que faire du sport, c'est ma soupape. C'est-à-dire que c'est ma façon de tenir psychologiquement. Donc oui, je fais du sport. Dès que je sens que je vais craquer, sauf si je suis épuisée, c'est dans ce cas-là faire une sieste. Ou alors, si j'ai un minimum d'énergie, je mets mes baskets et je vais courir. C'est vraiment le sommeil et m'écouter et sortir pour hurler, en fait. Hurler tout ce que j'ai besoin d'évacuer en allant courir, tu vois. Après, on essaie aussi de bien manger, mais je ne suis pas du genre à avoir le temps d'aller faire le marché. Je suis plutôt du genre à m'être levée tard le dimanche matin parce qu'on a fait une bonne fiesta le samedi soir et que du coup, il n'y a pas de marché. Et quand il n'y a pas le temps, bah oui, je passe au McDo où je fais des pizzas, mais pour autant, de l'éducation du goût, des saveurs, des épices, des cuisines du monde, ouais, on mange quand même de tout aussi. Je ne m'astreins jamais totalement. J'ai jamais fait de régime extrême. Est-ce que tu as conscience d'être une modèle pour de nombreuses femmes, Non. carriéristes, maman, naturelle, qui a un beau couple? C'est important aussi. Ah bah c'est sûr, quand je me suis mariée avec Bertrand, il y a donc bientôt 20 ans, je pense que la plupart des gens se disaient que c'était un couple très éphémère. Il sortait d'une émission de télé-réalité, il était mannequin, j'étais Miss France. Qui aurait pu croire que, à part nous, je pense qu'on était les seuls à croire en nous. Et tu vois, c'est ça la leçon, c'est de croire en soi, quoi. Et de croire en l'autre quand t'es sûr. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2025 ? De rester mariée avec le même mec, déjà, ça serait bien. Peut-être d'avoir plein d'autres animaux, tu vois, on parlait... J'ai cru que t'allais dire des enfants. Ah bah des enfants, j'ai arrêté de dire ça parce que mon mec ne veut plus, c'est définitif. Puis il faut que je te fasse une confession, je crois que je suis... C'est pas que je crois... Je suis bien obligée. Je suis entrée en périménopause. Donc là, je vis l'enfer. D'où l'épuisement aussi. Là, ça se rajoute. Donc, en tant que femme, c'est très compliqué en ce moment. Je vis pas une période super facile parce que justement, au niveau du corps et tout, je suis épuisée et c'est difficile aussi psychologiquement.
De voyager, j'adorerais encore, et de continuer à m'éclater en télé. Après, j'ai un super projet pour 2025 et je suis très heureuse parce que je suis aussi égérie d'Holiday on Ice. Donc, je prête ma voix, je fais la tournée. Et tu vois, Miss France ou le patinage, ça me faisait rêver petite. Alors, patiner, j'ai jamais réussi. Mais j'ai trouvé un moyen de faire partie de la tournée d'Holiday on Ice. Et donc, je prête ma voix. Je fais la tournée partout en France avec eux. Là, c'est un spectacle. En plus, c'est un truc, mais grandiose. C'est grandiose. Ça s'appelle No Limits. Ils sont partout. On va être partout en France. No Limits, ça te va bien. No Limits. Ça te va bien. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Élodie, la petite fille Élodie? Que c'est difficile d'être différente, mais qu'il faut patienter. Est-ce que ça devient toujours un atout d'être différent des autres? Que même si autour de moi, il y a des... Je lui dirais que même s'il y a des personnes... Je sais pas que je trouve pas les mots précisément. C'est-à-dire, ce que tu constates, c'est pas parce qu'en fait c'est autour de toi que tu es obligé de reproduire le même schéma. Je m'explique, c'est parce que forcément dans une structure familiale, si tu vois des divorces, des gens aller de moins en moins bien, des gens se perdre, des gens être aigris, des gens ne pas réaliser leurs rêves, etc. De voir la vie qui peut être de plus en plus dure avec les années qui passent. Que ça, c'est pas une route toute tracée, irrémédiable, et qu'il y a d'autres voies à suivre où tu peux t'écouter. T'es pas obligé de suivre ces chemins où tu es obligé de devenir aigri et d'éteindre les autres une fois que tu grandis, quoi. Tu peux grandir et essayer d'illuminer un peu autour de toi, c'est possible. T'es pas obligé de devenir quelqu'un de mauvais, quoi. Voilà. Merci Élodie, tu vois, je finis émue aux larmes. Je t'embrasse. Merci, c'est trop mignon, merci à toi.